L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Donc, cette semaine, Entretien avec un guerrier, on reçoit un grand au Québec, Monsieur Victor Thériault. Le podcast est vraiment intéressant. On parle de 50 ans d'expérience, donc on repart des années 70-80. Pour les old-timers, vous allez adorer. C'est tous des gens que vous connaissez très bien. Et après ça, on avance dans le temps. Et là, c'est des noms un peu plus récents. Donc, vers la fin, on entend parler beaucoup de GSP, l'entraînement, tout ça. Donc, c'est un podcast extrêmement intéressant. Le contenu, il est malade. On a fait plus qu'une heure cette semaine, puis on aurait pu faire encore le double, mais il faut arrêter à un moment donné. Donc, c'est ça. Excellent podcast. On parle de l'évolution du kickboxing. Il y a aussi eu des litiges, des problèmes. Donc, tout ça, parce qu'il y a des problèmes quand on est un pionnier. Et Monsieur Thériault en a rencontré plusieurs, mais il a toujours bien fait face à ça. Donc, excellent podcast. Restez jusqu'à la fin. Si vous appréciez notre contenu, si vous appréciez le podcast, les invités qu'on vous amène, le travail qu'on fait pour vous, ben c'est simple. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube en français, en anglais. Partagez les épisodes, likez les épisodes que vous aimez. Commentez-les aussi, laissez-nous un petit mot. Ça nous aide à se faire connaître plus et ça vous coûte 0. Si jamais vous voulez vous impliquer un petit peu plus dans la croissance du podcast puis dans sa continuité, abonnez-vous. Patreon.com Guerrier Podcast. À partir de 3$ par mois, fait que le prix d'un café au Tim Hortons, ça te permet en fait d'avoir accès à du contenu 100% exclusif. Donc des capsules qu'on fait avec tous nos invités depuis la saison 2 qui sont 100% réservés aux abonnés Patreon, ainsi que d'avoir accès aux épisodes du podcast en avance, les contenus bonus, les critiques de films, ces choses-là, vous les avez avant le grand public. Fait que ça, c'est toujours agréable. Puis en plus de ça, on a rajouté à ça des épisodes de podcast 100% Patreon. Fait que c'est un podcast de 45 minutes, 1 heure. Il y en a quelques-uns, mais qui sont 100% juste Patreon. Fait que c'est plus décontracté. Voilà. Fait que pour vous abonner, patreon.com Guerrier Podcast. Et sur ce, bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, Entretien avec un guerrier, on a l'immense honneur de recevoir un grand guerrier du Québec, Canada, sous le nom de Monsieur Victor Thériault, président de l'association WCA et aussi maintenant de ISCA. Donc, merci beaucoup, Monsieur Thériault, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un immense plaisir. On commence à avoir beaucoup de grosses pointures au podcast. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, écoutez, on est là pour parler de votre parcours. On en parlait hors d'onde, 50 ans. C'est pas rien. Félicitations. On est ici aujourd'hui pour parler de tout ça. Donc, si vous voulez commencer par nous situer de où vous venez, puis comment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie. La première correction, c'est que je suis pas président de l'ISK. Je suis le directeur des sports de combat pour le Canada, pour l'ISK mondial, un honneur qui m'a été octroyé par Corey Schaefer. Mais c'est très important maintenant parce que ça ouvre beaucoup de portes pour les gens que j'ai vus grandir au Québec, les jeunes qui un jour aimeraient faire Bellator ou Glory, ces choses-là. Alors c'est une belle journée, un beau temps pour moi de vous annoncer que je suis rendu le directeur de l'ISK Canada. Félicitations, c'est un grand honneur. Oui, pour moi, vraiment. Oui. Fait que si on peut remonter peut-être aux sources, vous avez commencé les arts martiaux où et quand, à peu près, à quel moment c'est arrivé dans votre vie? Moi, j'avais 15 ans. On avait à notre école, il y avait comment est-ce qu'on appelle, des gars qui intimidaient pas mal. Des bullies, ouais. Des bullies, ouais. Puis j'ai pris l'initiative de demander à mon frère Jean-Yves puis mon meilleur ami André Beauchamp à l'époque
de voir si on pouvait aller prendre des cours de Jiu-Jitsu chez Terrien Jiu-Jitsu. La raison qu'on a choisi Terrien Jiu-Jitsu, c'est que les bullies, eux autres, allaient chez Ninja Jiu-Jitsu. Puis, je voulais pas aller à la même école qu'eux autres. Fait j'ai emmené Jean-Yves, j'ai convaincu Jean-Yves, imagine-toi, j'ai convaincu mon frère qui était à peu près, j'avais 6 pieds, mais 200 livres, cheveux longs, les petites lunettes rondes, un genre de hippie un peu. Il disait, là, on va aller faire ça, on va aller faire du Jiu-Jitsu. Fait que j'ai été chez John Terrien. Puis on a commencé, j'ai écouté votre interview avec mon instructeur l'autre jour, John Terrien. Vous le connaissez très très bien, un pionnier du kickboxing au Canada. Mon premier tournoi, c'était au carnaval de l'école. Tu sais, on avait une activité. Puis c'était les bullies qui avaient organisé le tournoi de karaté dans le gym. Puis un drôle de fait d'armes, c'est que le premier combat que j'ai eu, c'était contre un des plus tough de la gang. J'étais tellement nerveux que j'ai levé la jambe gauche, puis je l'ai frappé 2 fois dans le visage avec un round kick. Après ça, j'ai eu un point. Mais là, j'ai vu la barbe puis la rage sortir de ses oreilles qui s'en venait après moi, puis je leur frappe encore la même chose. Ça fait que c'est comme humilier le plus tough de l'école dans à peu près, je dirais peut-être 30-40 secondes du combat devant toute l'école. Ça m'a bien motivé. Puis le drôle de fait d'armes, c'est que les 2 frères Thériault étaient dans ce tournoi-là, Jean-Yves puis moi. Puis c'est moi et Jean-Yves qui finit en finale. Un contre l'autre. Il a gagné. Après ça, j'ai eu ma ceinture noire. J'ai commencé à m'intéresser au tournoi de karaté parce que j'avais attendu que Bill Superfoot Wallace en venait à Ottawa, à Hull pour compétitionner. Puis j'ai demandé à Jean-Yves s'il voulait venir avec moi, puis on était voir ça. Mais nous autres, en ce temps-là, on n'était pas très bienvenus dans les tournois de karaté. Parce qu'on était des gars de Jiu-Jitsu. C'était une époque complètement différente où le karaté était des tournois de karaté, mais les gars de Jiu-Jitsu, c'était connu des gars avec les doigts dans les yeux, ils frappent les parties, puis c'était pas le même Jiu-Jitsu aujourd'hui, là, quand on parle de Jiu-Jitsu. C'était le système Kenryu Jiu-Jitsu, puis on n'était pas bien vu dans les tournois de karaté. Puis, c'était rare qu'un gars de Jiu-Jitsu va rentrer dans les tournois. Donc, moi, j'ai commencé... Vous parliez du combat que vous aviez fait, puis que vous êtes arrivé en finale contre Jean-Yves. C'était quel genre de combat qu'il y avait à ce moment-là, si c'était pas du karaté? Un petit tournoi de karaté. Un tournoi de karaté. OK? Un tournoi de karaté organisé par des gars qui faisaient du karaté. L'Angelier Karaté. Okay. Une grosse école. Puis, tu avais Clérou. Puis, dans notre école, à l'Académie de la Salle, on avait plusieurs jeunes qui allaient à ces écoles-là. Ça fait qu'un des gars, on dit, hey, une activité, on va vous préparer un tournoi de karaté dans le... Donc, on a parti, moi et Jean-Yves, on a mis notre nom pour participer au tournoi. OK, je vois. Puis, mais là, plus tard, quand j'ai été voir un tournoi avec Jean-Yves à Hull, Bill Superfoot Wallace était l'invité. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais c'est la jambe la plus rapide au monde en ce temps-là. Puis, kickboxing n'était pas commencé. Ça fait que je m'en souviens comme c'était hier, son prestige, la façon qu'il se comportait. Tout le monde était, il avait hâte de le voir se battre. Puis là, je l'ai vu dans un combat. J'étais hypnotisé à le regarder contre Webb Corcoran, un gars d'Ottawa. Puis le gars, il était positionné dans sa position. Puis là, il est arrivé un coup de pied, un genre de hook kick. Puis Webb, il avait comme des lunettes avec des élastiques pour les tenir quand il compétitionnait. Puis le hook kick a frappé sa lunette, ça a cassé la lunette. Puis là, évidemment, il était mal pris parce qu'il fallait le disqualifier. Il y avait du sang, blablabla. Ça fait que là, il venait de payer bien de l'argent pour faire venir ce star-là. Ça fait qu'il l'a pas le disqualifié. Ils ont dit que c'est la lunette qui a coupé c'est à cause qu'il y avait des lunettes. Puis ça a passé. Il a fini par gagner le Grand Champ. Qu'est-ce qui m'avait surpris, c'est qu'il a reçu un trophée plus gros que lui. Okay. À la fin, 8 pieds 2. C'est ça. Puis à la fin, il a pris le trophée et il l'a remis à l'organisateur en cadeau. Wow. Parce que lui, il avait probablement fait un chèque de 5 000 pour venir à ce tournoi-là en ce temps-là. C'était beaucoup d'argent. Le tournoi, là, il n'y en avait plus besoin des trophées. Puis ça m'avait vraiment, vraiment fasciné. Après ça, j'ai commencé à faire des tournois. Puis le premier tournoi que j'ai gagné, on s'en allait, moi puis John Terrien, puis notre équipe, en autobus à Toronto pour le premier Canadian Open de Wally Slocum, qui était mon idole de jeunesse en karaté. Je l'adorais comme combattant. Puis lui était retiré, c'est le premier, Wally Slocum, c'est le premier pionnier du kickboxing. Ça avait battu lui contre Jeff Smith. Puis c'était le premier grand Canadien en kickboxing avant Jean-Yves Thériault.
Ça fait que j'ai été là, j'étais complètement inconnu. C'était tous les plus gros noms des ceintures noires dans ce temps-là. Moi, je les connaissais pas, mais il y en a que je connaissais juste en les voyant. Puis à la fin de compte, j'ai gagné la division des poids légers. J'étais 155 livres en ce temps-là. Puis là, après ça, il fallait que je me batte contre le champion des poids lourds. Puis j'ai gagné le Grand Championship. Je m'en souviendrai encore parce que c'était la première fois qu'un gars de Jiu-Jitsu gagnait un tournoi de karaté. Ça, j'étais quand même très, très fier de cette victoire-là. Je me rappelle avec John, toute la gang, on était en autobus. John s'avait cassé le doigt dans la démonstration, c'est qu'il était pas mal magané, mais il était quand même content qu'un de ses ceintures noires avait gagné un tournoi prestigieux. Plus tard, j'ai gagné des tournois. J'ai gagné plusieurs tournois, mais j'ai des tournois que j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment apprécié. Des combats contre des grands. J'étais au Battle of Atlanta, j'étais dans les quarts de finale contre Jerry Rome, qui est devenu champion du monde des poids lourds. J'étais 1-1 avec lui, avec toutes les légendes qui étaient à bit, tu sais, quand tu es rendu dans le corridor. Puis, qu'est-ce qui était fun, c'était que ça a fini en overtime. Fait que, tu sais, j'ai perdu en prolongation. Mais c'était un thrill d'aller dans tout un combat. Un beau tournoi de karaté, comme le Battle of Atlanta. Un autre tournoi que j'ai bien aimé, c'est le tournoi de Maître Mir, qui était à Hall encore. Puis, les championnats canadiens contre un dénommé Marc Hamon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc Hamon. Il est la décédé. Coupe Marc Hamon, là. Ouais. Ah, c'était un grand champion. Il était quand même corpulent. Je pense 6 pieds 4, 220, 230 livres. Donc, ça, c'était un de mes beaux combats de karaté parce que jamais ces combats-là, c'était 2 rondes de 2 minutes. C'était pas le premier 2 points. Fait que ça m'a beaucoup avantagé dans ce combat-là parce qu'en deuxième ronde, j'avais plus de cardio. Étiez-vous toujours aussi léger à 155 livres ou vous avez pris un petit peu de poids rendu là? J'étais rendu 165. Après, j'ai toujours resté, quand je compétitionnais, 165, 170. OK. Bon poids aussi. Puis, ouais. Fait qu'après ça, tu sais, des tournois, j'ai apprécié ça. On était faire des tournois, des compétitions internationales. On a combattu en Grèce pour le Canada. Ça, c'était fun. J'avais Harry Villeneuve qui était sur l'équipe. Jean-Yves était sur l'équipe aussi. Ça, c'était une belle expérience en 78. Puis, à part de ça, une fois que tout ça a pas mal fini, le kickboxing a commencé. Fait que j'ai été invité, moi, à être sur la première carte que Jean-Yves, j'ai la date, c'était en juin 75, juin 75. Puis, j'étais en sous-carte. J'ai su plus tard que Cesar Bukowski de Northern Karate à Toronto était aussi sur cette carte-là. Mais c'était toute une carte. C'était dans une école. Il n'y avait pas de ring. C'était un genre de carré avec des marques, un tape. On avait le droit de se battre avec en ce temps-là, c'était des safety punch. Puis, j'avais le choix de mettre des safety kicks ou des espadrilles. Ben, moi, j'étais un kicker. Puis, mon premier adversaire, c'était Petro Gigliotti. Donc, je m'en rappelle, après le premier combat, après mon combat contre Petro Gigliotti, je l'avais frappé avec un roundhouse kick qui avait passé par-dessus sa garde, juste ici. Puis, on voyait la marque, l'empreinte de la semelle du running shoe sur son visage. Ça, c'est nice. Là, je me dis aujourd'hui, tu n'aurais pas des règles avec tu te bats plein contact avec des running shoes. Mais ça me fait de la peine aussi d'apprendre que Petro Gigliotti est décédé récemment. C'était un des grands du taekwondo de Chong Li. Puis, tu sais, qui repose en paix parce que c'était un de mes bons amis, tu sais. Juste une petite anecdote à ça. Jean Terrien, tu sais, quand tu fais l'expérience de ton premier combat, j'étais avec mon frère Jean-Yves, puis on était prêt à se faire enrober les mains. Puis là, je regarde, j'étais tellement nerveux. Pourquoi j'étais nerveux? Parce que John Terrien, 2 semaines avant, il nous avait emmenés à Montréal pour voir un combat, possiblement le premier combat de kickboxing au Québec. C'était pas Jean-Yves. Il y avait un gars qui s'appelle Levac, je pense, qui avait organisé ça. Puis Pietro Gigliotti, John m'avait emmené là pour voir mon adversaire. Qui se battait? Mais en première ronde, mon adversaire, il saute dans les airs, Petro Gigliotti, puis il fait un jump spinning kick, puis il frappe le gars dans le front, puis il l'assomme bien raide, là, assommé, knockout. Puis là, John tourne le bord, me regarde, il dit, ouais, c'est ton adversaire.
Je m'en rappellerai toujours, j'ai passé 2-3 semaines à juste voir ce visage-là, ce saut-là, ça va-tu m'arriver? Fait que, tu sais, c'était une bonne expérience de vie d'avoir fait, et de voir vivre un peu qu'est-ce que mes athlètes vivent. Parce que moi, c'était pas mon rôle je voulais pas être un fighter, tu sais, j'ai fait ça. Après que j'ai fait le premier combat de kickboxing, le sport a commencé à prendre beaucoup de momentum en Ontario. Puis là, le sport a été banni parce qu'on commençait à tuer la boxe en Ontario. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un genre de moratorium sur le sport qui a fait que le sport était censé être pour 2-3 mois, peut-être 6 mois ou plus. Mais ça a duré 3 ans. Donc, John a reçu des appels, puis il a fait des appels pour rentrer le sport à Montréal, au Québec. Donc, la première carte. Mais je peux vous annoncer que c'est pas Réal Massé qui était le premier promoteur. C'était André Gilbert, puis un dénommé, il y avait Pierre-Yvon Pelletier qui était impliqué, mais c'était vraiment Roger Martel, le promoteur de boxe. Roger Martel, puis le troisième dans ce groupe-là, du consortium de 3, était Réal Massé. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Supposément, pas Réal, mais Martel m'a dit que plus tard, ils ont su que Molson avait donné un paquet de barils de bière à Réal. Donc, c'était pas vraiment un partenariat. Lui, il s'est rempli les poches avec la bière parce qu'il appartenait à une brasserie. Ça fait que ça a créé le chose. Mais Réal a pris la pôle. Puis, il a décidé de devenir le promoteur du sport de kickboxing avec l'aide de John Terrien, qui était le consultant, qui était le brain behind the outfit, comme on dit. Ça fait que John Terrien, il a dit à Réal Massé, il dit, moi, je suis à toi, j'engagerais Victor Thériault. Tu sais, j'étais jeune, je travaillais, je donnais des cours dans la région d'Ottawa, mais j'avais fini l'Académie de la Salle, j'avais fini mon high school, puis j'avais voyagé en Europe, j'avais fait le tour d'Europe à faire des stages avec Valera, avec des grands, pour 2 mois dans un été, je m'avais battu des tournois internationaux. Mais là, c'était rendu le temps de me pogner une job. Puis John Terrien dit, hey, à Réal Massé, est-ce que ça t'intéresserait d'engager Victor Thériault? Puis qu'est-ce qu'il va faire? Lui, c'est qu'il va créer une relève. Parce que dans ce temps-là, oublie pas, dans les années 80, au début, quand le kickboxing est arrivé au Québec, on n'avait aucune vedette. On avait Thériault, mais la sous-carte, fallait la bâtir. Fait que moi, j'ai déménagé au Québec après le premier combat. Puis, Réal Massé a acheté un gym qui était sur Papineau-Beaubien. Puis là, j'avais ce petit gym-là qui était Joe Hunman, puis un des entraîneurs, Tiger Paul, qui était l'entraîneur d'Adonis Stevenson, avait ce gym-là. Donc, moi, j'étais comme un gars d'Ottawa qui arrivait là. Tu avais Jean Picard, qui était un tough. Tu avais Tony Leani qui s'entraînait là. Tu avais beaucoup de gens. J'avais des boxeurs qui allaient s'entraîner là. Mais moi, j'arrive là, puis je suis rendu le boss du gym. Il était acheté par Réal. Change le nom, c'est Super Action. Fait que ça a été un peu rock'n'roll les premiers 2-3 semaines. Mais après ça, les mauvais éléments, ils ont sorti du gym rapidement. Puis après ça, j'ai fait venir Joe Louis, la légende Joe Louis qui est décédé aujourd'hui, pour donner un stage. Ça m'a permis de tout regrouper. Il y avait 70 élèves de différentes écoles dans la région, André Gilbert, Chung Lee, Dan Gauthier, des élèves de ces groupes-là. Donc, ça m'a permis de lancer ma première genre de promotion avec ce stage-là. Tout le monde, il avait les yeux comme, il regardait, c'est quoi un maître de kickboxing? Puis là, j'avais des élèves que j'avais déjà commencé, Jex Fontaine, Michel Vincent, Michel Lavallée, qui étaient des futurs stars du sport. J'avais Jersey Long avec Chung Lee, Daryl Hannigan, tous eux autres, Reynald Lamar, Daryl Hannigan, qui ont venu voir le stage ou prendre le stage. Puis ça a été un début, parce que beaucoup de ces gens-là, ils ont venu me voir après, ils disaient, hey Vic, tu pourrais-tu nous entraîner? On n'a pas le droit de quitter notre école, mais je pourrais faire des stages avec toi. Puis je m'ai donné comme mission de commencer à entraîner des instructeurs. C'était le premier but. Comment tenir les mitaines, comment pratiquer les slips, pratiquer toute la technique que j'ai vue mon frère. Parce que moi, quand Jean-Yves a commencé, mais j'étais avec, puis j'étais toujours son homme de coin. J'étais un des 3 en coin. C'est faux de penser que Vic Thériault était l'entraîneur de Jean-Yves Thériault. J'étais son homme de coin, puis on a grandi ensemble dans les arts martiaux. Mais je n'étais pas son coach. Son coach, c'était Guy Mallette. Guy Mallette, c'était le meilleur coach que Jean-Yves ne pouvait pas avoir parce que c'était un coach, l'ancien coach de Gaétan Hart.
il avait emmené Gaëtan Hart jusqu'au championnat du monde de boxe. Puis, non, jusqu'à un match de championnat. Puis quand il y a eu une match, ben, il s'est fait tasser pour un autre. Fait que ça avait, Jean-Yves a dit jamais je vais y faire ça, je vais toujours rester loyal à lui. Puis c'était une belle carrière, Jean-Yves Thériault et Guy Mallette. Depuis que Jean-Yves s'est fait mettre KO dans un combat au lac Tahoe, Jean-Yves il a décidé d'apprendre à boxer. Puis ceux qui négligent la boxe quand ils font du kickboxing, mais souvent c'est eux autres qui se retrouvent à perdre. Parce que c'est un élément très, très important. Si vous avez, c'est un tout. Si vous avez des aspirations, parce que si tu regardes avant, tu regardes même regarde l'histoire à dit tout. Regarde le K1 quand ça a commencé, comment les gars se faisaient massacrer aussitôt qu'ils ont entré dans le kickboxing. Mais ils ont commencé à prendre des stages, à apprendre à boxer. Là, tu as vu des gars comme Andy Hogg revenir beaucoup mieux, puis tous ces gars-là, ça a créé des légendes qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont tous commencé par apprendre des combines de pieds-points. Pas juste de donner des coups de pied avec les mains à terre. Oh, ouais. Ce qui était pas mal les débuts, là, tu sais. Mais par après, c'est ça, là. Par après, on a dit, hey, on peut enchaîner ça avec un coup de poing, parce que sinon, tu sais, c'est pas du taekwondo, mais tu sais, beaucoup de coups de pied, puis pas beaucoup de technique de main, c'est du taek. Mais là, de rapprocher vraiment, d'aller chercher les strikes de boxe, puis de les amener avec des coups de pied, c'est le kickboxing, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, kickboxing, c'est possiblement un des plus beaux sports. Il y a beaucoup de politique. Mais dans le moment, c'est parce que, tu sais, les kicks, pas de les kicks. Mais si tu regardes le kickboxing des années 80, ça a réellement marché parce que le sport a été bien monté. Les gens avaient une bonne structure amateur. Puis quand ils ont devenu pro, qu'est-ce qui a tué le kickboxing avec, tu sais, le kickboxing traditionnel dans le temps? C'est que quand il y a un nouveau qui commence puis qu'il y a des gros matchs, mais il est tout croche, lui. Quand il lance un coup de pied, il n'y a pas un beau balai. Mais quand tu regardes un beau balai, je veux dire, quand tu regardes maintenant des Rick Rufus, puis même des Rob Kamen, quand ils ont fait du full contact, ils ont toujours une belle posture. Tu sais, quand ils lèvent le pied, ils sont pas tout débalancés. C'est un art, le bon kickboxing. Fait que moi, j'ai vécu les belles années. Puis quand j'ai vu le sport commencer, au début, qu'est-ce qui faisait la beauté du sport? C'était les arts contre les arts. C'est-à-dire que j'ai été pigé dans les meilleurs d'André Gilbert. On parlait de Rénal, Cœur de Lion de la Mort, Alain Bonamy, t'en avais plusieurs, mais c'était les deux meilleurs Kyokushinkai. Puis là, sur Taekwondo, t'avais des Jersey Long, puis t'avais des Daryl Hannigan, puis dans la gang de Daniel Gauthier. Puis ça nous a permis de créer des matchs entre un karatéka contre un taekwondo en plein contact. Ça c'est un peu qu'est-ce qui a fait lever le sport. Puis quand j'ai eu le contrat, il y a à peu près 6 ans passés, j'ai eu un contrat avec le Casino de Montréal pour, après 20 ans de retraite de kickboxing, de ne pas rien faire. Je m'ai retiré après le combat de Kanwaki, là, quand il y a eu les Battle Cage. Après 20 ans, j'ai eu une chance de repartir le kickboxing, puis je m'ai servi de même processus que quand j'avais arrivé au Québec dans les années 80. C'est-à-dire que le tournoi Aizudan, c'était un tournoi où un expert en karaté va rencontrer un expert en taekwondo. Ça serait toujours les arts contre les arts. C'était le but, tu sais, que j'essayais d'avoir. Puis ça, là, en ce moment, c'est sur pause, évidemment. Est-ce que le Aizudan, vous avez l'intention de revenir avec ça dès que les combats vont pouvoir reprendre? Oui, ben moi, dans le moment, mon rôle il est pas mal changé en étant maintenant directeur pour l'ISK. C'est que je cherche les promoteurs, je vais regarder toutes les organisations. Une chose qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'il y a des champions en papier tout partout dans la province. Tout le monde est champion. Puis ça n'a pas de crédibilité. Regarde, depuis que regarde tous les champions, des champions et des ceintures en carton. T'en as pas beaucoup qui vont avoir accès à Glory ou à Bellator ou au UFC. Ils sont très, très, très rares. Ils ont un long cheminement. Puis là, maintenant, possiblement, avec le nouveau rôle que j'ai, c'est que je vais pouvoir regarder tous les meilleurs éléments qu'on a au Canada. Puis quand je reçois l'appel, quand il y a une cancellation en Italie ou en Égypte ou en Italie, je vais pouvoir peut-être rentrer à un des gars, comme des éléments que j'ai vus, que j'ai formés, que j'ai travaillé avec les entraîneurs, puis je sais que ces gars-là sont bien entraînés, ils ont une bonne carrière. Un des gros problèmes que j'ai encouru beaucoup dans mes démarches pour relancer le sport,
c'était souvent je m'assinais avec des coachs parce que, ben non, je veux pas me battre avec lui. Il y a un point où qu'un coach, il devient néfaste un peu pour son élève parce qu'il va jamais progresser si on lui trouve toujours un adversaire avec un œil de vitre et une jambe de bois. Ça va être facile de gagner contre ce gars-là. Maintenant, il faut que tu fasses tes preuves puis t'en défoncer un plus gros puis plus fort, là, c'est ça, là. Ben, c'est ça. Faut toujours se relever des défis. Puis, là, vous autres, vous venez d'une école, exactement, mais des fois, on voit ça, tu sais, des boxeurs, ils ont des grandes carrières, mais ils sont zéro respectés parce qu'ils se pognent tout le temps contre des gens bons. Puis là, ils sont comme, pourquoi je suis pas respecté? Ben là, tu sais, tu pognes des fighters faciles, vas-y contre la difficulté, le monde va te respecter, puis même si tu perds, le monde va aimer que tu ailles dans l'adversité versus la facilité tout le temps, là, tu sais. Ouais. Je m'en rappelle, Sam Fouquet, quand j'étais jeune, quand on a commencé, John Tennier, ces gars, ils gagnaient pas souvent. Mais là, aujourd'hui, regarde les Jonathan Milo. Quand j'étais chercher Jonathan Milo dans le kickboxing, c'était des éléments comme ça que je cherchais. J-Rob, Jeremy Robert. Ouais. Ça, c'est un jeune que là, il est rendu, son cheminement, il s'en va vers la police. Il est maintenant. Mais il y a quelque chose qui me dit, ce gars-là, il garde toujours le contact avec moi. C'est en son intérieur d'être un fighter. C'est un très bon ami avec moi, là. Je l'ai rencontré en 2011 en Espagne, là, puis c'est pas fini. Il a pas fini de faire du combat. Puis, moi, je sais que, tu sais, quand j'ai donné un combat, quand j'ai fait le Canada, États-Unis pour Don Rodriguez et quand on filmait un film, j'ai fait une erreur de prendre un gars qui était un peu trop mature pour lui. Mais la première ronde, là, Jeremy, là, il était appelé le tuer, le gars. Quand les gars, ils s'assient après la première ronde, il avait les deux yeux fermés, il était plein de sang. Mais quand tu es un jeune, que tu n'as pas encore la force d'homme, l'autre gars, lui, avait une chose qu'il avait, c'est qu'il avait du caractère. Puis, il est revenu dans la deuxième ronde. Puis là, la troisième ronde, le petit Jeremy, il a complètement gazé out. Tu sais, t'avais des idoles, là. T'avais Jeff Smith qui le regardait. J'avais des caméras tu sais, des grosses productions américaines au casino pour un film. Puis, ce combat-là n'était pas dans le film, mais c'était de la pression d'essayer d'impressionner. Puis, c'était pas une erreur parce que je me dis toujours, chaque fois que j'ai des nouvelles de son adversaire qui l'a battu, je l'envoie à J-Rob pour que ça le bouille, que ça le bouillonne, pour qu'il sache qu'un jour, je lève le téléphone, je dis, OK, c'est le temps. On va faire un match au drive-in de Saint-Eustache si le COVID existe encore. Puis, tu vas te battre. Tu sais, dans un élément où ce que je vais pouvoir faire mon gars-là contre ce gars-là. Puis, avez-vous l'impression que, tu sais, en tant que promoteur de kickboxing, avez-vous l'impression qu'un jour, ce sport-là pourrait finir par, tu sais, atteindre le mainstream, le level que la MMA occupe aujourd'hui, ou le fait que la MMA est arrivée puis a pris, pas toute la place, mais prend beaucoup de place dans la sphère médiatique, que ça va être difficile pour un autre sport de combat de venir puis de concurrencer ça dans l'attention du public, on va dire. À part la boxe, là. Ouais, non, ben moi, je dis que dans chaque 25 ans, là, quelque chose qui était très populaire 25 ans passés revient. Je sais pas si vous avez remarqué, là, c'est comme une fade, là. Puis, le kickboxing, sans les kicks, le monde, c'est rare que le monde va dire j'aime pas ça. Les fighters n'aiment pas ça. Mais les spectateurs, la télévision le prouvent. Quand on était dans le temps de ESPN, ça regarde les ratings des combats. Les Bad Brad Hefton, Rick the Jet Rufus, Don the Dragon, Dennis Alexio, Jean-Yves Thériault, pour t'en nommer une tonne, Ernest Hous, tous des strikers de haut niveau qui ont fait du full contact. Puis, ce sport-là, visuellement, beaucoup plus excitant. Moi, là, mon rêve, pour moi, là, si j'avais fait un super fight, là, dans le temps, comme un McGregor contre Mayweather, mon fight, ça aurait été sur les règlements de la WCA. Ça aurait été 4 armes, same target as boxing. Ça veut dire que, là, regarde le combat, c'est complètement différent. Est-ce que c'était justifié d'avoir un gars comme Mayweather qui a 100, 200 combats de boxe amateur, puis 50 combats pro, contre un gars qui a jamais fait de combat de boxe? Puis que tu dis, ben là, tu as juste le droit d'utiliser tes mains. Ça aurait été un meilleur combat balancé si McGregor avait eu le droit d'utiliser ses pieds sans les kicks. Parce que là, c'est certain que Mayweather, il n'aurait pas eu de chance. Parce que là, tu enlèves son ballon. Mais imagine-toi que le boxeur, il aurait pu bloquer un spinning hook kick. Il aurait pu bloquer toutes les mêmes targets que la boxe. Un side kick. Ça veut dire que McGregor aurait pu lancer un jab.
suivi d'un sidekick de la jambe gauche, suivi d'un spinning back fist. Ça aurait été spectaculaire. Là, tu aurais vu si l'autre a pu s'en sortir. Puis là, on aurait vu vraiment un match entre un boxeur et un kickboxer. Ouais, mais c'est ça. Mayweather aurait jamais accepté ça. Là. Il n'y avait pas assez d'armes à disposition. Là, c'est ça, exact. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas... de plus ça avance la UFC, puis la UFC a déjà eu un bout de creux que le monde n'aimait pas ça, parce que là, le jiu-jitsu au sol prenait le dessus, puis le monde était comme, ben là, il n'y a pas d'action, ça se frappe plus, ça se colle au sol. Eh oui, mais c'est technique, tu sais, faut connaître ça. Mais je pense que justement, la plupart des gens, si le kickboxing serait populaire, ben ils aimeraient mieux voir ça parce que le monde sont plus debout, ça frappe, ça kick, ça va moins au sol. Moi, je pense que, puis vous l'avez dit tantôt, c'est qui vous a empêché de grandir? La boxe. Hein? On va faire plus d'argent que les autres. Fait que, oui, c'est sûr qu'il y a de la question d'argent là-dedans, mais parce que ce que le monde aime le plus, moi je pense comme M. Thériault, le kickboxing, plus impressionnant. Tu vas jamais au sol, c'est juste debout puis des strikes, tu sais, puis y a pas de stop, tu sais, fait que je pense que le kickboxing aurait pas un potentiel, mais pourrait vraiment défoncer la UFC. Puis la UFC, en tout cas, ça grossit, là, tu sais, je suis pas contre la UFC, mais je trouve que avec ça a de l'air stick de la... tu sais, c'est rendu plus gros avant le combat que le combat à Stars. C'est de la lutte, là. C'est ça. Moi, ça me dégueule, tu sais. Personnellement, moi, ça me dégueule. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est que moi, j'adore le combat debout dans l'UFC maintenant. C'est vraiment... C'est real. C'est dangereux parce que c'est des petits gars. Imagine-toi des combats, des fois, qui, paf, un coup, le combat est fini, pas une coupure. Si ce gars-là, il a eu des gants de boxe, ce même coup-là, il aurait pas été coupé, le combat aurait duré un peu plus longtemps, mais ça aurait peut-être fait geler pareil, tu sais. Mais au moins, l'action aurait été différente. Serait-tu beau de voir un beau combat de kickboxing entre McGregor à 170 livres, contre Jean-Yves Thériault dans l'époque, ou contre Georges Saint-Pierre juste en kickboxing, juste en strike debout? Ça serait super beau. Ça serait écœurant. Un style que personne n'est à l'aise, mais qui égalise tout le monde, ça serait magique, tu sais, pour voir c'est qui le fighter. Parce que dans commencer, chaque association va avoir leur champion selon leur règlement. Tu sais, ils vont dire, je suis le meilleur. Ben oui, mais t'es le meilleur dans l'UFC. Tu sais, si je peux te faire d'autres choses avec les règlements, ben là, tu vas pas gagner cette association-là, tu sais. Fait que c'est tout le temps, t'es le champion de ta place, tu sais. Ouais. Moi, Jeremy, là, j'ai changé le nom. Le mot kickboxing, c'est très à dire de Victor Thériault vous dit ça. Mais moi, pour moi, je m'en sers pas beaucoup. J'ai parti de Striker Series. Parce que dans les derniers 20-25 ans, votre génération, c'est quoi? T'es un grappler? Boring. T'es un striker? Wow, that's great! Tu comprends? Moi, j'ai créé j'ai pris le nom Striker Series, WCA Striker, the World Combat Arena Striker Series. Quand il va avoir des champions ISK, mais la ceinture ça va être la ceinture ISK, mais sur les côtés, tu vas avoir le Striker Series. Ça veut dire que ce gars-là, là, si c'est Vic Thériault, les frères Thériault qui ont donné cette ceinture-là à quelqu'un au Canada, lui, il est prêt pour Glory, n'importe quel stand-up, c'est un fighter. Comme Jonathan Meunier, Jonathan Doucette, j'en ai des super bons que j'ai formés. On parlait de Jonathan Milo tantôt, c'en est un spectaculaire qui m'a... Tu sais, c'est l'âge, lui, qui n'a pas voulu prendre le risque d'aller gagner un Aizudan, mais j'aurais vraiment aimé qu'il finisse le tournoi. Lui, il était 2-0 dans le tournoi. Chaque fois qu'il s'est battu, il était très spectaculaire. C'est exactement ce que Vic Thériault cherchait. Je ne recherche pas des gars qui veulent avoir des combats faciles, je veux avoir des gars qui vont relever des défis. Récemment, j'ai eu Hugo Beauchemin, un de mes champions. C'est mes trois premiers champions, Hugo Beauchemin, le ninja. Il dit, Vic, il sait maintenant que j'ai une porte d'entrée avec Bellator ou avec Glory. Puis j'ai dit, écoute, moi, je te vois dans Glory. J'ai été voir son combat à Hugo Beauchemin, à Fredericton, l'année passée, ou un an et demi passé. Je vous dis, là, j'ai été réellement impressionné. Ça a duré peut-être 1 minute et demie, la première ronde. Mais, tu sais, le charisme de ce gars-là, tu sais, c'est un gars charismatique, c'est un gars qui dégage de la confiance. Mais c'est un gars qui a un arsenal de coups ultra spectaculaire. Puis, lui, il a fait le move que tout le monde, tu sais, il avait déjà, c'était un gars pour Glory, puis il était signé avec Stéphane Patry pour aller dans le TKO, puis il s'est fait, au sol, il a fait une erreur, il a tombé au sol, puis il s'est fait défoncer, je pense, la pomme d'Adam, ou les pommettes, la pommette, là, ouais. La pommette ici, puis il y a eu une fracture, ça l'a beaucoup ralenti, mais je suis certain que là, maintenant, c'est derrière lui. Je suis certain qu'il pourrait revenir d'une cage pour faire du UFC, parce que maintenant, le sport a changé un peu, mais regarde Wonderboy, il s'est adapté. Wonderboy, c'est un gars que j'ai travaillé beaucoup avec, 3 ans
que j'ai travaillé avec Wonderboy pour le monter au Québec, le mettre en contact avec Georges Saint-Pierre. Puis quand le show de Chuck Norris, le World Combat League est arrivé, mais tu sais, il était dans cette direction-là, puis après ça, mais le UFC l'a ramassé. Mais c'est un exemple d'un karatéka qui a fait l'adaptation. Mais lui avait quelque chose que personne d'autre avait. Il avait un beau-frère qui était Carlos Machado. Les frères Machado, c'est les frères Gracie. Donc, il y avait un genre de inside pour pouvoir apprendre les rudiments pour survivre. Qu'est-ce que tu as besoin quand tu t'en vas dans une affaire de même? Dans un combat comme ça, tu es mieux à pratiquer le sprawl. Tu sais, si tu es un striker pour essayer d'éviter le plus possible d'aller au sol. Puis c'était un peu la game de Wonderboy aujourd'hui. Puis donc, dans le fond, de ce que j'entends un peu, puis c'était un peu mon impression aussi, ce que ça prend, c'est des têtes d'affiche. Donc, il faut qu'on finisse par trouver le Georges Saint-Pierre du kickboxing ou une vedette comme ça, charismatique, qui va attirer les auditoires un peu. Oui, moi, c'est ben là, oublie pas, on était au œil depuis un an et demi, ça fait que c'est difficile. Mais j'en avais un que je travaillais beaucoup dessus, il s'appelle Matson Leon. C'est un gars de Kung Fu que j'aime bien. J'ai 2 athlètes de taekwondo que j'adore. J'en ai un qui c'est Nicolas Dussard de Toronto, qui est en Jamaïque dans le moment, mais lui, il représente la Jamaïque et le Canada pour mon chose internationale. Puis un autre, c'est Julio Carlos César. Lui, il est 8 fois champion du monde de l'ATF. Extra spectaculaire, ça fait 3 fois qu'il vient dans le casino, qui se bat pour moi. Plus, il a gagné un championnat intercontinental au casino de Playground à mon dernier gala que j'ai fait avant la COVID. Puis, ça, c'est des spectaculaires. Ça, je vois des super matchs à cette heure avec mon champion américain de New York, Carlos, contre peut-être Mike Bone-Jones de TriStar. Tu comprends? Ça, c'est des matchs. Les deux sont invaincus. Je sais quand je vais faire. J'ai déjà Hugo Beauchemin contre Nicolas Dussard que je planifie de faire. J'essaie de faire un gala éventuellement au El Macambo, parce que les Rolling Stones ont joué à Toronto, qui serait un genre de gala, un genre de gala live, mais en virtuelle réalité. Dans la place que les Rolling Stones ont joué, parce que le propriétaire, c'est le dragon de Dragon's Den, qui est un de mes amis. Puis quand j'ai eu la chance de faire la pièce de Mike Tyson à Toronto, j'ai été promoteur avec un gars de Montréal qui m'a engagé comme consultant. Puis j'ai réussi à travailler une semaine avec Mike Tyson à Toronto. Puis quand j'étais dans la semaine du cinéma, le festival du cinéma, donc tous les acteurs étaient au Trump Plaza dans l'hôtel qu'on restait avec Mike Tyson. Donc, ça m'a permis de vraiment commencer à reconnaître les Kings à Toronto. Puis, de cette façon-là, j'ai fait une grosse faveur à Mike Wickerly, qui était le Dragon Den, puis qui venait d'acheter le El Macambo. Puis, quand j'étais à sa résidence, à ce multimilliardaire-là, j'ai emmené une grosse photo que j'avais prise de lui et Mike Tyson, qu'on a mis dans sa maison. Je l'ai été porté, mais j'étais à un show de boxe le soir avant avec Lennox Lewis, puis toute cette grosse gang-là, des George Chevalo. Puis il me dit, viens chez nous demain matin. Je disais, je suis chez mon chum, puis il dit, viens chez nous demain matin, puis je vais t'inviter à déjeuner. Puis ça, j'étais chez Mike Wickerly. Puis là, il me dit, je viens d'acheter le Macambo. Fait que là, j'ai montré une photo. Je montre une photo de du casino de Montréal, le Aizudan, le setup que j'avais. Puis, il a tellement aimé les couleurs des tables, le rouge, le setup, qu'il a appelé tout de suite devant moi son architecte. Puis il a dit, gars, il a envoyé la photo, puis il dit, c'est de même que je veux le look. Fait que si jamais le Macambo, là, ils viennent de faire le Gordon Lightfoot, ils viennent de faire un premier show après COVID. Mais là, éventuellement, je vais descendre à Toronto, puis on va aller négocier pour faire ça se peut que ce soit un des sites que je fasse un gros événement pour le Canada, direct du El Macambo. Parce que pour moi, c'est comme le Rolling Stone, El Macambo, ou Kickboxing El Macambo, ça va faire une connotation internationale. Ça va tout de suite donner un message international comme gala unique. Ah, ça risque d'être super intéressant. Puis pour ceux on en a parlé un peu hors d'onde, mais pour ceux qui se demanderaient un peu c'est quoi l'affaire de réalité virtuelle, vous en parlez aussi pour faire dans les entrevues éventuellement. Voulez-vous développer un peu là-dessus? Comment que ça se prépare, la boule, tout ça? Ouais, non, ben là, dans le moment, j'ai rencontré Denis Thérien, Julie Caron, qui breton, excuse, qu'on a on devrait travailler sur un projet. Lui, il travaille déjà sur ce projet-là. Moi, ça, c'est un ajout à notre compagnie. Nous, moi et mon partenaire, Johan Corbeil, on a les productions à Aizudan. Puis, on cherche toujours un plus-value, être les premiers à faire de quoi qui est complètement différent des autres.
Puis, quand ce projet est arrivé, j'ai eu une visite de la Maison-Blanche en virtuel, comme si j'étais avec Obama dans sa... Tu sais, puis ça m'a quand même allumé. Puis après ça, j'ai regardé des événements qui ont été faits, mais un gala live, ça n'a pas été fait encore. Puis, ça prend beaucoup de créativité. Faut que tu comprennes le 360 au complet. Puis, il faut savoir où placer les caméras. C'est des tests qu'on est à faire dans le moment, mais c'est dans mes plans. Un avantage que j'ai, on pourrait dire à tous les guerriers qui nous écoutent, c'est que éventuellement, vous allez pouvoir me contacter sur Facebook, puis me dire, écoute, on aimerait ça avoir une visite virtuelle. J'arrive là avec mes caméras, avec Denis, puis on interviewe l'entraîneur pour lui demander exactement c'est quoi vous offrez, puis on leur donne une visite. Puis éventuellement, avec les nouveaux hologrammes de Facebook, on va pouvoir downloader le contenu sur un genre de Facebook que le monde va pouvoir, avec leur téléphone, visiter virtuellement le gym. Ça se fait déjà. Mais il va avoir plus de value. Ceux qui ont les Oculus ou n'importe quoi, ils vont pouvoir avoir encore une visite réellement virtuelle que tu peux voir vraiment. Puis éventuellement, les cours, comme j'en ai parlé avec Hugo, Hugo Beauchemin, les cours qu'ils donnent chez Zoom vont être peut-être éventuellement un genre de mélange Zoom VR. Des interviews comme on fait. Je vais pouvoir interviewer des légendes. C'est mon but, moi, c'est de promouvoir les légendes des arts martiaux. Donc, j'essaie de créer un genre de setup où je vais pouvoir interviewer la légende avec mes contacts. Disons, on donne l'exemple de Nesterhoes, qui est mon chum en Hollande, Amsterdam. J'ai un gars technicien qui arrive là avec une caméra spéciale que j'ai besoin. Il est là-bas, il y a un 5G, puis je vais être capable de faire l'interview direct de mon centre ici. Mais avec mes murs, je peux avoir toute la vie de Nesterhoes quand j'y pose la question propice. Donc, le backdrop peut donner l'histoire, puis lui, il peut commenter cette histoire-là en voyant les photos, ou il peut se déplacer dans son gym puis nous montrer sa première coupe K1. Ça, c'est good. C'est juste de trouver la façon. J'ai déjà produit le Black Belt Hall of Fame pour John Tennier il y avait quelques années, je dirais peut-être 7-8 ans. Puis, ça m'avait intrigué que je trouve qu'éventuellement, je vais pouvoir faire des choses similaires avec l'ISK, peut-être, parce que là, je planifie de introduire les grandes légendes. L'ISK vient de célébrer 35 ans d'histoire. Donc, ils ont fait une affiche, je ne sais pas si vous l'avez vu, une affiche avec tous les grands champions, Jean-Yves Thériault dans là, Rick Rufus, Rob Gaiman, tous les plus grands, Neyman sont là. Puis, les champions comme Vargas de Glory. Puis, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de faire, c'est d'immortaliser. Hier, j'ai joué au golf avec Alain Bonamy, puis j'ai annoncé que tu vas être un des premiers que je vais honorer dans les légendes du passé. Un autre qui me tient beaucoup à cœur, c'est Michel Rochette. Jeremy, tu te rappelles peut-être de Michel Rochette quand tu étais jeune des combats de kickboxing. C'était un champion du monde qui est décédé trop jeune. Mais il a réussi, tu sais, comme il y a du Carmel Sirius qui a réussi à gagner un championnat du monde. Il y a Daryl Hannigan. Jersey Long, il s'est battu pour le championnat du monde contre Rick Rufus. On a des Québécois dans le vieux temps. J'ai Angelo Di Bella. Le meilleur kickboxer qu'on a, peut-être livre pour livre au Canada dans le moment, c'est Jonathan Di Bella. Lui, si moi j'aurais pris en main Jonathan Di Bella 15 ans passés ou 10 ans passés, puis même 7 ans passés quand j'ai commencé le casino, tout le monde parlerait de Jonathan Di Bella. Aujourd'hui, ce kid-là s'est battu 4-5 fois au Madison Square Garden. Il nous parle dans les médias. Ça en est honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de promoteur. Ça prend toujours un promoteur. C'est un gars d'ici en plus, on devrait tellement en parler. Là. Il y a un autre que j'adore beaucoup, là, c'est le petit Jodoin, de TKO. Là. Lui, il va être. Moi, je trouve qu'il est charismatique, il a de quoi de bon, lui. T'sais? Moi, c'est des éléments de même que je recherche. Lui, quand je l'ai vu sauter par-dessus la cage, ramasser enlever la ceinture de poterie, pour sauter par-dessus la cage, ça, je lui ai dit, ça, c'est un gars qui a une touche unique. Il était tellement content, la joie se voyait, tout le travail qu'il a fait. Mais,
c'est une personnalité qui devient attachante. Ça va être, je ne dis pas qu'il va être un autre Georges Saint-Pierre, mais il y aurait au moins des aptitudes de devenir un genre... Un ambassadeur. Un genre de personnage que le monde s'intéresse à lui. Quand il se bat, ils ont mal pour lui quand il reçoit un coup. Ouais, c'est ça. Un peu comme vous disiez, tu sais, Georges Saint-Pierre qui a levé la UFC, tu sais, c'était déjà gros, mais Georges Saint-Pierre l'a amené un petit peu. Tu sais, c'est des grosses comparaisons, mais tu sais, Michael Jordan qui a révolutionné la NBA, tu sais, pareil, c'était à un niveau, mais lui, non, mais c'est ça, là, tu sais, je veux pas comparer, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que pour faire grossir une association ou un sport, ça prend une tête d'affiche, comme Manu, tu le disais, puis c'est ça qu'il faut trouver au Québec, puis il faut que, on en a, ben, crème, ils ont pas de promoteur, tu sais, fait que oui, il faut que tout s'aligne pour que tout arrive parfaitement, là, tu sais. Ouais, puis là, moi, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? J'ai commencé à essayer de créer un genre de comité de l'ISK. Ça veut dire que j'ai essayé de, tu sais, je vais approcher des gens qui ont du vécu. J'aimerais bien avoir comme une fille comme Valérie Letourneau. Je te donne un exemple. Tu sais, elle s'est battue le championnat du monde, le Bellator. Elle connaît la structure de l'ISK. C'est juste un exemple. J'ai engagé Geneviève Banville de Québec qui va être en charge du kickboxing féminin. Elle, c'est comme Astérix et Obélix, tu sais, quand tombé dans la sauce. Mais elle, sa maman était promoteur de kickboxing. Ça fait qu'elle était aux côtés de sa maman. Elle a compétitionné ceinture noire. Ça fait qu'elle, son rôle, ça va être de motiver les jeunes filles de recommencer à faire du kickboxing. Une fois qu'elle trouve les perles, Johan Corbeil et Vic Thériault vont trouver un événement propice à ça. Quand on parle de les filles, nous autres, on vient de faire une entente. On après négocier un genre de partnership avec un nouveau projet qui s'appelle Now I Own It, un programme pour les femmes, autodéfense de femmes qui se prennent en main. C'est un peu la suite du Me Too Movement. Now veut dire Network of Women. Oui. Ben oui. Okay. Il y a un mouvement à faire après ça, certainement. Ah, oui. Bon, et là, c'est là que Geneviève Bainville, dans son mandat, mais éventuellement, on va insérer des chroniques d'autodéfense en VR, avec des lunettes que des magasins ou des compagnies vont pouvoir acheter, puis tu vas pouvoir être dans le cours, peut-être des capsules. Tu sais, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent avec la télé-réalité. Ou la réalité virtuelle. Mais la réalité virtuelle. Puis, il y a beaucoup de choses qui restent à apprendre. Il y a beaucoup de compagnies maintenant qui engagent des spécialistes avec les caméras qu'on a pour créer des mises en situation. Tu sais, comment accueillir des clients au magasin. Un client qui est vraiment pas commode. Comment est-ce que le client qui applique, il va réagir quand il y a les lunettes, puis on a mis des acteurs qui s'en viennent à eux autres. Ça fait que tout ça, ça se marie. Moi, dans le projet, en réalité, le projet, c'est I Feel Virtual. Mais Vic Thériault et Johan Corbeil, nous, on a réservé le créneau I Feel Martial Arts, qui est tout ce qui est sport de combat, des cours d'autodéfense. Récemment, on a fait une visite chez Nigel Scantlebury. Pourquoi que j'ai choisi Nigel? Parce que c'était l'un des premiers Québécois à faire du MMA à Kahnawake quand mes 8 guerriers ont été mis en prison pour avoir fait du MMA. On peut-tu faire une parenthèse puis raconter cette histoire-là? Parce que c'est flou. Ça m'évoque vaguement quelque chose, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé pour les gens qui s'en souviennent pas, qui n'étaient pas au courant? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une histoire. Ben là, je t'apprends, il y a 2-3 personnes qui me demandent de l'écrire pour un genre de film, mais c'est réellement le début du MMA, l'histoire. Moi, j'étais réellement chanceux en étant le frère de Jean-Yves Thériault. Ça m'a donné beaucoup de contacts. Je peux vous donner un exemple. Souvenez-vous que quand le UFC a commencé, il y a eu des places qu'il y avait des galas, puis le gala était cancellé à la dernière minute. Mais un de ces galas-là, peut-être UFC, peut-être 8 ou 9, c'était à Buffalo, New York. Puis moi, j'avais pris l'auto avec un ami, puis on avait fait 11 heures de route. Puis là, j'arrive là-bas, puis on attend 1 heure avant d'arriver à Buffalo que le gala est cancellé. Le sénateur John McCain a mis la hache dans ça. Mais moi, je disais au gars, je disais à mon chum, je dis, ben quand on va se rendre là, parce que là, on savait qu'il était après défaire la cage, puis essayer de transférer le gala en Caroline du Nord. OK? Puis ça, c'est en UFC, là. Ça n'a pas rapport avec
So, moi, j'ai eu la chance de Art Davies, qui était président qui appartenait à l'UFC en ce temps-là. Il savait que j'étais le frère Jean-Yves, puis que j'avais fait 11 heures de route, et il restait une place pour embarquer sur l'avion, j'ai été choisi avec mon chum. On a mis notre auto dans un stationnement à Buffalo pour 3-4 jours, puis on a embarqué sur l'avion, puis on était au UFC voir Tank Abbott contre un gros réseau italien, puis un autre. Mais j'étais dans l'autobus avec tous ces gars-là, dans l'avion avec ces gars-là, puis j'ai vécu, la première fois, j'ai vécu un peu toute la merde qui arrivait avec ce sport-là. C'était réellement comme Sénateur McCain disait à tout le monde, that's human cockfighting. Ça n'a pas d'allure. C'était une autre époque. C'était tellement brutal que le monde dit, ben voyons donc, c'est pas humain. Fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé? Après ça, j'avais déjà vécu cette expérience-là. Fait que je reçois un appel. J'ai été à un tournoi de karaté, puis Robert Loyer, je sais pas si vous connaissez le petit Robert Loyer, les meilleurs karatékas qu'on a eu au Canada. Robert Loyer, c'était un de mes amis. Il s'est battu contre moi. Il m'a déjà battu dans un match de championnat. Puis, il était ultra rapide avec son reverse punch, ce petit gars-là. Mais lui, il était là, puis il disait, Vic, il savait que j'étais rendu promoteur, puis il dit, Vic, t'es-tu capable de me pogner un combat de cage? Parce que je venais de faire Karaté Mania, j'étais rendu comme, tu sais, j'avais fait Showtime, j'avais fait des gros événements. T'es-tu capable de me pogner un combat de cage, Vic, t'as des contacts? Voyons, je connais rien dans ça. J'arrive à la maison, juste la destinée, tu sais, les asques s'enlignent, le téléphone sonne, c'est John Peretti, puis il me demande, hey Vic, on est après faire un gala, ça va s'appeler Battlecade. On a vu ton gala de Karaté Mania, ou blablabla. Puis, t'aurais-tu un fighter dans les 135, 140 livres pour un fighter qui m'a nommé, je m'en souviens de son nom. Je dis, ben justement, j'ai rencontré le champion canadien, lui a planté tout le monde dans le karaté. Puis, ce moment-là a fait que j'ai pris l'avion, je m'en allais à New York pour le combat, travailler le coin à Robert Loyer dans Battlecade 1. Sénateur McCain a mis la hache dans ça, puis c'était tout partout dans les nouvelles, ban in New York. C'est rare que, tu sais, à New York, c'est une ville en ce temps-là, tu sais, puis là, pour bannir un sport de New York, il fallait que ça soit écolo. Mais c'est le sénateur McCain de l'Arkansas qui a fait, tu sais, la grosse politique, il a mis la hache dans le gala. Donc, moi, j'ai reçois un appel avant de partir pour prendre l'avion pour m'en aller en Caroline, à New York. C'est le fils de Bob Guccione, qui appartient à Penthouse, qui me dit, Vic, ton avion, tu prends plus l'avion, le show était cancellé, puis que j'ai un jet privé qui t'attend à l'aéroport de Montréal, puis rends-toi, ton fighter il est déjà arrivé, parce que lui, il avait été 2 jours avant pour les interviews et tout. Moi, je m'en allais là, je travaillais le coin. Fait que j'ai pris l'avion, le jet privé, puis j'étais dans un jet avec les 12 Penthouse Pets, tu sais, les filles de cartes. So, je me demandais, ils font là, tu sais, il y avait une petite vieille qui était la gérante des autres. J'étais assis dans un petit jet de 12 personnes, de 16 personnes avec les 12 filles de Penthouse. Puis là, tu sais, comme, c'est ça, il m'agaçait, il me pinçait les fesses quand je mettais mes choses. Puis, en tout cas, là, j'ai dit, voyons donc. Là, je demande à la fille, je dis, qu'est-ce que vous faites là? Là, elle me dit, mais le show, tu savais pas, c'est Penthouse qui finance tout ça, puis on est les filles de cartes pour le show. Puis que le show était cancellé à New York, puis blablabla. Fait que ça, c'est ma première expérience. Okay. Ouais, j'arrive là-bas, en Caroline, la première chose que je vois, c'est que Monsieur T, tu te rappelles Monsieur T dans le temps, là, il y avait Mr. T, ouais. Le A-Team, You fool! Il était après, c'était le gars, l'Américain, icône, qui avait, tu sais, qui dégageait la violence, qui interviewait les vedettes. C'est la première chose que j'ai vue quand j'ai rentré dans un gros studio de cinéma, ils ont mis la cage là, ils ont donné 5000 à la radio, puis ils ont dit, les premiers 5000 personnes, c'est gratuit, amenez vos enceintes. Puis, fait qu'imagine-toi la scène, t'as un DJ dans un show de radio, il dit, hey, croyez-vous qu'est-ce qui vient d'arriver? On vient d'hériter de Battlecade, c'est gratuit pour les 5000 premières personnes. Fait que la place est remplie. Quand t'arrivais à l'aréna, t'avais 50 ou 100 personnes avec des pancartes sur un côté, avec des petites mamelles qui disaient, on veut pas ça dans notre ville. Puis t'avais les autres fanatiques sur l'autre côté. C'est que c'était une drôle d'époque. Puis moi, c'est là que l'histoire s'est faite. Moi, je voyais les 2 gars qui venaient de perdre une recette d'1 million. Je m'ai interposé dans la conversation quand ils étaient à la place de parler. Je venais de les attendre dire, we can't lose another $1 million, gate, this fucking McCain, blablabla. Tu sais, il était en tabarnouche contre Sénateur McCain. So, moi, je m'ai interposé. Puis,
Oui, oui. Ben non, mais en ce temps-là, c'était une autre époque. Moi, je m'étais posé comme un peu innocent. Puis je dis, hey, moi, j'ai une place que je pourrais peut-être le faire. Je viens de faire 3-4 Tough Man Contest avec Mike Thomas sur une réserve indienne à 15 minutes de Montréal. Puis là, ils sont vraiment stressés. Ça fait quand vous l'avez dit, c'était qui twist? Il venait me dire que... Fait que là, je m'ai senti mal, mais là, j'ai dit, OK, je m'appelle Victor Thériault, je suis ici pour Robert Loyer, tu sais. Là, John Peretti, qui était le matchmaker qui était dans la conversation, il a dit, oh, monsieur Thériault, tu sais, il a comme, wow, il était bien gentil, puis les deux gars, ils ont vu que, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avec lui. Fait qu'il a dit, ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'ai dit, mais moi, ça fait 4 galas que je fais, puis j'ai pas eu de problème avec la commission athlétique. On a fait des Tough Man à 15 minutes de Montréal. Je dis, moi, j'agis comme consultant seulement parce que c'est mon ami Mike Thomas, parce que moi, j'avais déjà ma business. Je voulais faire ça pour aider un jeune programme de taekwondo à Kanawaki. Mike Thomas, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars, c'est un gars qui a donné toute son âme, son cœur c'est le vrai père du MMA au Canada. Puis lui, qu'est-ce qu'il voulait, c'est de partir son programme de taekwondo. Puis le gars-là, quand j'ai réussi à convaincre le conseil de banque, moi, au début, j'étais censé de faire ce gala-là au Forum de Montréal pour 20 000 personnes. OK, on va juste faire une parenthèse parce que les gens qui sont plus jeunes que moi, même Jérémy, je pense pas que le Forum t'a déjà... C'est l'ancêtre du Centre Bell. Je connais les références culturelles québécoises. Non, mais tu sais c'est quoi, mais juste expliquer pour les jeunes. Ben oui, le Forum de Montréal, c'était la maison du Canadien Montréal. Puis moi, je m'en vais voir Aldo Gianpolo, mais Aldo Gianpolo, il était rendu le gérant du Forum. Puis avant ça, il était le gérant de Verdun, un éléphant blanc qui n'avait jamais eu rien qui marchait là, à part que le kickboxing. Donc quand Vic Thériault est rentré voir le nouveau gérant du Forum, il s'assied avec moi puis il m'écoute. J'ai dit, hey Aldo, on a une chance d'avoir quelque chose d'unique. Les 12 filles de Penthouse, la violence, tu sais, j'ai dit, sex, drugs and rock and roll, ça vend. Il dit, wow. Il dit, Vic, il dit, emmène-moi ça. Ça fait que j'ai dit, gars, faut que je parle à la commission athlétique. Je veux rien faire. Je veux tout faire en loi. Parce que moi, j'avais un permis de promoteur au Québec. Ça fait que j'ai fait une réunion avec le fils de Penthouse Magazine, Zuckerman, qui était le promoteur de Battlecade, Mike Thomas, que j'ai invité, que peut-être j'aurais pas dû inviter, parce que ça a créé un remous, avec Mario Latraverse, qui était le promoteur, le commissaire à cette époque-là. Puis on a été demandé poliment, avec des règles qui n'avaient jamais eu de mortalité, si on pourrait avoir un genre de moratoire pour pouvoir faire une étude sur le sport, puis nous laisser faire un gala avec M. Thériault comme promoteur au Forum de Montréal. On vous garantit que ça va être bien propre, ça va être baba. Mario Latraverse s'est dit, jamais comment vous laissez faire ça, il n'y a pas une commission au monde qui accepte ça, blablabla. J'ai toujours soupçonné que, à cause de la crise d'Oka 7 ans avant, c'était une patate chaude. Puis que le premier ministre qui était Bouchard en ce temps-là pouvait pas vraiment, il voulait pas que sa commission athlétique de boxe s'en mêle. Hey, commence pas une crise d'Oka. Mais tu avais l'opposition à ce temps-là qui était Jean Charest, que ces nouvelles, lui, avec Jean Charest, il est arrivé, hey, toi, là, Bouchard, tu vas laisser des combats de coqs humains arriver à Montréal. Fait que tout ça, ça a créé un engouement, une affaire. Là, j'étais pris là, pour une semaine quand le Battlecade est arrivé au Québec, que tout all hell broke loose, comme on dit. Là. C'était j'ai jamais eu tant de problèmes à regarder un gars-là. Là, la GRC, la police, on est obligé de mettre les fighters dans un autobus, les cacher à Ottawa, le compila. Tout était fait. Le gouvernement, à 11h50, le vendredi soir, le gala est samedi, le juge met une injonction sur notre signal Bell qui s'en va au satellite pour la retransmission du monde entier de Battlecade, le show le plus violent au monde avec les penthouse pets sur le commercial. Tout le monde anticipait le gala. Mais là, tout de suite, le téléphone sonne, puis la CRTC, Jean Chrétien, ils ont tiré à la plug, puis là, pour 2 ans, il n'y a plus eu de UFC à TV. Personne ne savait que c'était à cause de moi, à cette époque-là, à cause du gala qui a eu lieu. Puis là, ils ont tout fait, ils ont coupé notre signal. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la firme américaine avait un plan B, où ce qui avait réservé un deuxième signal avec... Disons, avant que tu fais une injonction sur Bell,
Mais là, il y avait un plan B avec AT&T. Oh, wow. Ah, Donc, nice. là, c'est personne, non, c'est ça. Ça fait qu'une fois que ça, là, ça fait que quand dans l'après-midi, là, Jean Chrétien a bloqué toutes les frontières. Ça fait que j'ai perdu mon truck de dôme, j'ai perdu toutes les. Là, je m'en vais pour payer la facture pour mes caméramans, mon Jeep, puis tout le jour avant. Là, mon gars, le téléphone sonne en avant de mon André Gagnon, qui était pas Vitec en ce temps-là. Puis, il vient blanc comme un drap. C'est la CRTC qui est en avant de lui, puis il dit, n'importe quel de tes gars qui s'en va là, vous perdez toutes vos accréditations pour Nagano. Moi, j'avais les meilleurs caméramans. J'avais engagé mes meilleurs caméramans pour les meilleurs angles, parce que c'était un show international, comme j'avais fait avec Showtime. Je voulais avoir le même genre de look, tu sais. C'est la qualité pour un événement de qualité, là. Ouais. Une qualité signature, comme j'ai toujours voulu faire. Fait que là, fait que là, je m'en souviendrai comme c'est hier, j'étais dans l'après-midi, toutes les frontières ils ont bloqué, toutes les postes de péage étaient, ils disaient, si vous voyez un truck de production qui s'en va à Montréal, arrêtez-les, puis retournez-les. Mais on a fait passer par le Maine un petit truck, ça avait l'air un truck de crème à glace, qui a passé par les frontières. Puis là, dans l'après-midi, je m'en vais dans l'après-midi, le truck est arrivé, puis là, je dis, ouais, il est où? Il dit, c'est ça. Puis à l'intérieur de ça, c'était comme un film de James Bond avec une satellite au-dessus de toi. Et vers 6h, 7h l'après-midi, avant le combat, non, je dirais vers 7h, avant qu'on commence à 7h30, là, on n'a pas de signal. Puis tous les médias, j'ai à peu près plus de micros que j'ai jamais eu devant moi, même pour quand j'ai fait Karaté Mania. Parce que j'avais voté un job de relationniste. Parce qu'en réalité, j'étais le promoteur, mais j'avais plus le droit de le faire, parce que je l'ai vendu au Mohawk. Les au Mohawk. Puis là, ça a été comme réellement, là, je le disais, mais regarde, c'est valeur que ce soir, les gladiateurs des temps modernes pourront pas être vus. Tout. Le temps que je te prépare l'interview, moi, je sais qu'ils sont après à essayer de brancher. Puis si à 7h30, avant le show à 8h, si le signal n'est pas là, mais Viewer's Choice, puis tout le pay-per-view mondial sont en tabarnouche comme nous, puis en plus, ils sont obligés d'insérer des films pour le créneau horaire qu'on avait réservé, le 4 heures de télévision. C'est ça, là, on était rendu aux positions où en anglais, on dit « sweating bullets ». Là, j'avais réellement peur que tout ce que j'ai travaillé pour, puis tu sais, que j'avais créé cet événement, j'ai fait venir ça, le premier show de MMA au Canada, c'est Victory Mike Thomas qui l'a emmené. Puis là, je me dis que ça va être, personne ne va le voir à part que la foule de 4-5 000 qui était dans l'amphithéâtre. Puis là, le temps que je t'apprête parler, je viens de finir l'interview, puis tous les moniteurs, paf, tu vois la cage. Ça fait que d'un gros bond, tous les avocats de Penthouse, les promoteurs, puis moi, puis Mike, on s'est levé d'une shot en sautant, puis des grosses caresses. Puis là, on envoie tout de suite le gars dans le ring. On a fait on a sauvé le show 15 minutes avant que le signal est arrivé. Là, le Viewer's Choice, ils ont su qu'il va y avoir un gala. Puis là, on a envoyé le gars dans le ring. Puis le gars, il a pris le micro, puis il a dit « Kahnawake, say hello to the world! Wow. » C'était fantastique. Puis là, là, on a eu le combat. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement, il s'avait vanté qu'il n'y aurait pas de signal. Les Penthouse vont perdre beaucoup d'argent, ils reviendront plus ici. Là, le signal est passé, tout le monde a vu le show. Fait que là, ça a mis du monde pas content, ça. C'est clair. Ouais, là, quelqu'un, le gouvernement était vraiment humilié, qui était le nouveau directeur de sécurité publique. Puis lui, il a décidé de faire un deal avec le chef de police de Kahnawake. Il a dit, toi, là, écoute, gars, ils ont brisé la loi. Es-tu capable juste de signer ces papiers-là, mettre comment ça s'appelle ça, un warrant pour leur arrestation. Là, un mandat d'arrêt. Fait que là, un mandat d'arrestation. Fait que là, lui a perdu sa job parce qu'il a trahi son peuple. Mais là, ça a donné des armes. À 11h30, mes fighters sont tous dans l'hôtel à centre-ville. Ils sont après relaxés, ils ont fini, ils ont leur porte tout. Puis là, imagine-toi, là, tu as un paquet de SQ tout alentour de l'hôtel, puis avec des micros, tout. Puis là, comme si c'est des tueurs, ils ont défoncé les portes, ils les ont arrêtés. Puis là, sur les nouvelles, tu voyais les gars avec les menottes, puis la phrase de Radio-Canada, un mandat d'arrestation pour Victor Thériault et Mike Thomas serait émis.
Fait que, tu sais, mon cœur, moi, je pensais surtout à ma maman. Wow. Nous autres, j'ai jamais eu Ben oui. ma mère. Moi, j'ai toujours été clean les arts martiaux. On n'a jamais fait. Tu sais, pour moi, là, c'était un moment horrible. Puis, après, 3-4 jours plus tard, mais 2 gros SQ à pas, tac, qui me donnaient chaud. Mais 2-3 mois plus tard, on est en cours. Ça, tu sais, moi, j'avais travaillé pour un projet avant ça. J'avais mis beaucoup de temps. Le projet Virage. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais je suis le premier coach de Jiu-Jitsu à montrer des chokes à David Loiseau. Puis, Yves Jabouin, qui était dans les... J'avais peut-être 20 élèves qui étaient choisis par la police de Montréal, la ville de Montréal, puis, tu sais, c'est des jeunes. Puis, dans ça, j'avais comme, je dirais peut-être 8 Italiens, 8 Haïtiens, puis 8 Québécois. Puis le programme, il y avait moi puis Nicolas Gill qui avait été en charge de ce projet-là. Virage, c'était tu t'en vas vers la prison ou tu t'en vas vers le droit chemin. Mais juste pour corriger aussi une chose, c'est que Jabouin puis David Loiseau, ils n'étaient pas des petits voyous, mais c'était des maniaques d'arts martiaux. Puis ils ont trouvé une façon de rentrer dans le cours, puis tu sais, comme des petits toughs. Puis c'est pour ça que je spécifie ça, parce que, tu sais, il venait d'une très, très bonne famille. La plupart des jeunes que j'avais là, c'était des petits toughs. Mais une des belles expériences que j'ai eues avec le projet Virage, c'est Karaté Sanfoki qui me l'a donné. Parce que je prends 6 mois à prendre ces jeunes-là. Ils n'ont jamais rien appris. Je tape des mains, je fais un cercle, je leur parle de la vie, tout, puis je vais vous montrer des choses que personne ne va savoir. Vous allez apprendre à vous battre, mais vous allez apprendre aussi à respecter vos adversaires. Puis la première chose que j'ai faite, je mettais un Haïtien avec un Québécois. Puis quand j'ai eu le projet, c'était un projet qui payait quand même assez bien. Ils ont interviewé je ne sais pas combien de monde. Puis moi, j'arrivais, je disais, voyons donc, karaté, ça va pas marcher, puis ça va pas marcher. Ça prend un art martial que ils sont obligés de se prendre, puis de se pogner, puis d'être collés. Puis là, il va avoir un bon. Parce que si tu leur donnes des cours de kata, puis des cours de tsi, ça ne marcherait peut-être pas. Il faut que ça soit vraiment raw. So, ils ont eu confiance en moi, puis avec ce cours-là, moi, j'étais un gars qui avait fait de la compétition. Je leur montrais faire du compétition, je leur montrais faire un peu d'MMA. En ce temps-là, on avait vu ça sur UFC, un peu à TV, mais je montrais des chokes, la garde, un peu de petites affaires comme ça. Et ça, tu sais, au moins, avec le premier gala quand j'ai fait le Battlecade, j'ai perdu ma job parce que j'avais invité 2 des jeunes, David Loiseau et Yves Jabouin. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce moment-là, ça a pu inspirer ces jeunes-là parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, tu sais, c'était comme illégal, il y a 4000 personnes, puis eux autres, ils avaient accès à tout, c'était mes 2 élèves. Ça, je leur donnais all access page, tous les David puis choses. Quand ils ont besoin d'un coke, tu t'envoies des cokes puis de la liqueur à tous les techniciens, puis c'est ça votre job. Tu as le droit d'aller dans les chambres, s'ils ont besoin des fighters, ont besoin de quelque chose. Fait que imagine-toi, ils ont vécu une expérience enrichissante pour 2 jeunes de 15-16 ans. Mm-hmm. Ils sont rendus, quand j'ai vu David Loiseau au UFC pour se battre pour le titre, mais j'avais quasiment une larme aux yeux parce que je me disais... c'est sûr. Puis plus tard, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai eu un appel pour enseigner Georges Saint-Pierre après qu'il s'avait battu le combat qui avait eu beaucoup de difficultés de son avant-dernier combat contre Johnny Hendricks. Ouais. Je reçois un appel de Thaïlande de mon ancien élève, puis il dit, moi, j'étais avec Michel, j'étais avec GSP, puis j'ai parlé de toi, parce que GSP l'a vu faire du sac, puis GSP est tombé à terre, il dit, Colin, where did you learn that? Où t'as appris ça? Michel Lavallée, c'était un de mes plus spectaculaires fighters. Lui, c'était uppercut, crochet, spinning back fist ou spinning back kick. Tu sais, tu avais un arsenal super spectaculaire. Donc, quand tu faisais du sac, visuellement, c'était super hot. Qui t'a montré ça? Il dit, Victorio, c'est mon coach. Hein? Victorio, le promoteur. Ce gars, il ne savait pas que moi, j'étais, en réalité, ma passion, moi, j'étais un coach. Fait que là, il dit, ben, comment est-ce que je fais pour le joindre? Puis là, GSP me rappelle, pas GSP, Michel Lavallée m'appelle de Thaïlande, puis il dit, Georges Saint-Pierre va t'appeler lundi. Moi, je pensais que c'était une joke. Lundi, je reçois l'appel, Georges Saint-Pierre. Tu sais, moi, j'étais un fan, tu sais, je veux dire, j'ai vu ce jeune-là, je me faisais penser à Jean-Yves par son comportement, tu sais, c'était pas le gars fraîchier, c'était le même. Un gars classe, ouais. Class all the way. Fait que là, j'ai dit, je peux-tu? Là, il m'a parlé comme une demi-heure.
j'ai senti toute la frustration qu'il y avait avec les années d'entraînement. Tous les gens qui se votaient des voyages à Las Vegas pour avoir l'air de coach. Il y en a 2 coachs, mais le reste, c'est tout des... Fait que, tu sais, je me rappelle la première journée, je rentre au TriStar avec lui, puis c'était comme toute cette frustration-là. Moi, je suis tanné de ci, puis de ça, puis je veux juste cette technique-là, puis cette technique-là, je vais... Tu sais. Fait que là, il y avait son mentor qui était là. Ça, c'était la meilleure chose qui est arrivée avec Thériault. Son mentor, c'était Christophe Midou. Christophe Midou avait fait un stage avec Jean-Yves Thériault en France quand il était très, très jeune. Puis Christophe s'avait battu, c'est un des pionniers du MMA au Canada, à Kanawaki, dans les shows que IFC faisait avec Mike Thomas, après que Battle Cage. Donc lui, il vous connaît bien, là. Ah oui! Fait que Midou, il était comme... Georges, je te dis, c'est lui que ça te prend. Puis là, on commence à faire des mitaines, t'attends ça, ping, ping. J'étais dans une salle privée. Je voulais pas que le monde de TriStar me voie. J'étais dans la petite salle privée. Puis là, il me dit, là, j'attendais Midou dire tout le temps. C'est ça, Georges, c'est exactement ça que t'as besoin. C'est ça. Fait que ça a comme... Tu sais, Georges, il trosse son mentor. Donc, ça m'a donné une belle ouverture. Là, après ça, j'avais dit à Georges, on fait un cours. C'est déjà un honneur pour moi de travailler tes mains, tes pieds, tes combinaisons. Je peux pas te montrer bien dans le jiu-jitsu, même si j'ai une ceinture noire 3e dan dans le jiu-jitsu, mais c'est pas le même jiu-jitsu. Donc, j'ai dit, Georges, quand je veux pas arriver, moi, je peux peut-être une ceinture verte ou une ceinture jaune, orange, je sais pas, tu sais, en jiu-jitsu brésilien. Je suis pas un expert dans ça. Mais en strike, tu sais, debout, je vais pouvoir probablement t'aider. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il battu contre Bisbing, il y a bien du monde qui m'ont dit, il a changé, il était plus de côté, plus à 45. J'ai vu une couple de mes techniques, il a manqué avec un round kick, il est revenu avec son sidekick. Il faisait des sides, il faisait, ouais. Il faisait pratiquer le hook. Puis qu'est-ce qui était la beauté de moi puis Georges, c'est que lui, il s'entraînait avec Fred Roach en même temps, puis il m'a montré tout ce que Fred Roach le faisait travailler. Donc j'ai devenu un meilleur coach à cause de Georges. J'avais comme une tête spéciale que je mettais dans ma main, là. Puis là, j'y lançais des jabs, puis lui, il travaillait sur ce bord-là, puis là, il changeait de bord. Puis, tu sais, j'ai un paquet de slips que je faisais avec Georges. Après ça, j'ai eu la chance de faire venir mes Aizudan, que j'avais formés au casino. Personne ne savait ça, toute cachette. J'ai dit, gars, petite femme de la gueule, mais je veux pas que t'en parles, mais je veux que tu viennes travailler avec Georges. Hein? Georges Saint-Pierre! Imagine-toi ça. Hugo Beauchemin, il me demande encore aujourd'hui. Moi, j'ai tout enregistré, les sparring, mais j'ai promis à Georges, tu sais, il arrête. J'ai jamais montré encore, tu sais. Personne On a vu une photo de ça. Mais j'ai tout. Pour, c'était quoi? C'était Joe Meunier? C'est Joe Meunier ou Joe Ducey, un des deux? Joe Meunier, non. Jonathan Meunier, Jonathan Meunier, parce qu'il y en a 2. Il y en a un en MMA, puis il y a celui qui a été... il y avait aussi Jonathan Milo s'est entraîné avec, Jonathan Doucet, Sam Gagnon. Il avait fait beaucoup de kickboxing, point fight, puis ça paraissait, GSP, quand il revenait, il était beaucoup moins droit, comme vous disiez, puis ça strikait plus, mais je sais pas si ça a rapport, mais GSP, je l'ai vu récemment décrire son combattant parfait. Puis il y avait les mouvements de Raymond Daniels, qui est un point fighter, que lui est rendu au Bellator, tu sais. Puis c'est un peu ça, la fluidité de rentrer, sortir. Oui, faut que tu strike, mais faut que tu sois capable de pogner le timing, tu sais, que je trouve qu'en kickboxing, point fight, on a beaucoup plus, parce que justement, tu peux strike puis ressortir, tu sais. Fait que je pense que GSP, il a pogné quelque chose, il a fait comme, OK, ça peut m'apporter beaucoup. Puis effectivement, contre Bisbing, c'était un autre fighter, puis il a vraiment bien fait ça. Et moi, je te dis là que quand j'ai... vous savez que j'ai introduit au Québec Wonderboy Thompson. Puis la commission de chaque fois qu'il me voit, il dit « Hey Vic, quand tu vas ramener ton Wonderboy Thompson? » C'était même pas moi qui étais promoteur. C'était Joe Edman. J'ai dit « Hey, mets-les sur la carte. » Parce que tu sais, je voulais juste... Là, j'ai aidé, j'ai trouvé des combats, puis après ça, il est rentré dans le... Mais regarde, quand j'ai... La première chose, quand je parlais à Georges Saint-Pierre, je disais à Georges, moi, j'aimerais ça que tu donnes des cours de MMA à mon gars Wonderboy, puis lui, il va te donner des cours de strike. Ben, c'était pas pour un insulte, c'était juste des gars. Puis chacun sa spécialité, tu sais. Oui, mais quand j'ai amené, la première fois que j'ai amené Wonderboy Thompson au Québec, c'était au Vieux-Munich, puis l'homme de coin de l'adversaire, qui était le gars qui se battait contre Wonderboy, mais son homme de coin, c'était Firaz, puis GSP. OK. Fait, là, GSP, il a vu, tu sais, puis le gars, là, Boudreau, là, c'est un Acadien que je savais qu'il était tough, mais en tout cas,
j'ai choisi ce gars-là, puis j'ai dit, gars, ça, c'est un des meilleurs au Québec, au Canada. Il gagne tout. C'est un ancien élève à Jean-Yves Thériault. Il va te donner une bonne fête. Mais en tout cas, ça a duré sa ronde, mais un vrai massacre. Il y a comme 4 ou 5 knockdowns, mais l'autre, juste le cœur, l'Acadien est resté debout, puis il a fini le combat, mais un massacre qui n'a jamais été pareil. Puis Georges, après ça, il a pris sa carte, et il a dit, tu sais, que plus tard, quand il a vu que moi, j'avais emmené Wonderboy au Québec, tout, puis j'ai créé un rendez-vous chez les Grant, les frères Grant, où est-ce que j'étais l'homme de coin de GSP, puis son père, Ray, était l'homme de coin de l'autre, puis j'ai regardé sparrer pour la première fois. Mais c'était juste surtout de la boxe, tu sais. Mais Georges est venu, après la première ronde, je donnais de l'eau, puis il dit, « Vic, tabarnouche, il est là, il était là, puis là, il est là. » Tu sais, comme la vitesse. Tu sais, il a tellement appris. Puis j'ai dit, c'est ça, la magie, tu sais. J'ai dit, tu sais, lui, il a des trucs que, Georges, ça va nous aider beaucoup. Puis moi, j'avais pris des stages avec Wonderboy quand j'avais un petit gym ici dans le bout de Delcine. Fait que, tu sais, j'avais les meilleurs instructeurs. Je dis, hey, je viens de donner une classe à moi pour mes gars, puis j'ai fait donner un cours à Kanuwaku aussi, à Wonderboy. Mais j'ai tout appris. Moi, il me montrait les secrets qu'il ne montre jamais dans ses stages. Il montrait des choses à moi, le père, puis this is the real secret of Wonderboy. So, j'ai donné tous ces secrets-là à GSP. OK? Puis, quand il y a des techniques que si jamais tu regarderais des sessions de mitaine avec moi et Georges, qu'il bouge alentour, paf! C'est comme il tombe dans le vide. Comme Wonderboy, puis là, c'est un enchaînement de coups. Round kick. C'était incroyable comment est-ce que la synergie qu'on a eue en moi et Georges, ça a été super. J'adore ce gars-là. J'en rêve encore aujourd'hui. Puis un des plus grands moments de ma vie d'arts martiaux, c'est quand il a mentionné mon nom, quand il a mentionné les 5-6 coachs, tu sais, d'être nommé. Puis que Jean-Yves Thériault, c'est un de ses 3 idoles. Wow. Ben oui, c'est sûr. Ben écoutez, moi, je pense que ça finirait extrêmement bien le podcast. Oui, exactement. Je veux pas toucher à ça. C'est parfait. Finir avec GSP, vous en tant que coach, votre frère en tant qu'idole. Merci beaucoup de votre temps, Monsieur Thériault, aujourd'hui. Ouais. Ça fut un grand honneur et un plaisir de vous entendre. Merci 1000 fois. Donc, c'est moi qui vous remercie pour le travail que vous faites parce que ça prend des gars qui vont préserver et conserver nos légendes. Fait que j'aimerais vous remercier en tant que dans le monde des arts martiaux. Parce que moi, je n'étais pas au courant un peu, mais quand vous m'avez appelé, j'ai décidé d'écouter une couple de podcasts, puis j'ai vu que les gens se sentent très, très bien avec vous. Puis si jamais je peux vous aider un jour à faire un podcast VR, si ça vous intéresse, moi, ça ne change rien de votre setup, c'est juste un plus-value. Puis en même temps, ça l'aide les deux parties, puis moi, je pense que vous merci.